Vente sur monsieurmaboule.com. 1100074201. 82 68 99 49 84. 55 80 96 36 01. La Régie du bâtiment du Québec, c'est beaucoup plus que des numéros de licence d'entrepreneur. C'est avant tout un organisme qui veille à la protection du public en contribuant à la qualité et à la sécurité des bâtiments et des installations. Assurez-vous que votre entrepreneur a sa licence. Le pôle hebdomadaire de hockey Choix Radio X Québec-Brou. Radio X. À chaque semaine, écoute les sports à Radio X et rends-toi au radiox.com pour participer au pôle. RadioX.com. Ça a l'air que tu connais ça, le hockey. Fais tes prédictions, on va voir si c'est vrai. Inscription gratuite. À gagner cette semaine, un certificat de 100 $ applicable chez Québec-Brou. La meilleure ambiance, un vrai bon menu au meilleur prix et les serveuses les plus hautes en ville. Le fameux calendrier est en vente sur québecbrou.ca. Puis les soirs du tricolore, on vous offre 5 petites bottes pour 20$. Au Québec-Brou, à Vanier, Charlesbourg et L'ancienne-Lorette. Radio X. Choix 98. Radio X. À Québec. À Québec. C'est Radio X. Faites-vous votre propre opinion. Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Vous êtes sur 94.5 pour la météo spéciale surf. Fort vent du nord-ouest. La conséquence devrait être une pluie de météores sans précédent. Nous savons à présent que ces météores tomberont au large des côtes de plusieurs villes. Un petit amas de météores devrait entrer dans l'atmosphère. Le monde scientifique s'efforce de comprendre ce phénomène. Les évacuations sont en cours. Peut-être 3 météores viennent de s'écraser. Oh mon Dieu! On dirait qu'il y a quelque chose comme de vagues silhouettes. Il semble de nature mécanique. Lucas, tu peux revenir par ici? Oh mon Dieu! Quand on envahit un pays pour prendre ses ressources, on décime la population indigène. Et à cette heure, nous subissons une colonisation. Nous avons perdu tout contact avec Tokyo, Rio et New York. On ne peut pas se permettre de perdre Los Angeles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Repliez-vous! Combien vous êtes? 53 enfants! On a des civils à évacuer! On peut pas, on a plus de place! Attendez! Des enfants! Bon début de semaine, tout le monde. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Ben oui, je suis de retour, cher Christian. J'espère que tu as passé une belle semaine la semaine dernière avec Patrice. Oui, ça a été très, très bien. On a abordé nos mêmes thèmes que on le fait chaque semaine, donc OVNI, parapsychologie. On avait un invité spécial. Mercredi dernier, on avait une émission sur l'attentat contre le président Kennedy. Wow! Et ça, c'était intéressant parce que on a reçu comme invité Michel-Jacques Gagné qui a écrit un ouvrage sur l'attentat de Kennedy. Mais ce qui était intéressant de son ouvrage, et ça a été une conversation tout à fait captivante, c'est qu'il s'est penché aussi sur la question des théories du complot qui ont été développées à partir de l'attentat contre le président Kennedy. Généralement, quand on lit des ouvrages qui abordent cette question-là, on a d'un côté les tenants de la théorie du complot. Donc, c'est la mafia, c'est les services secrets, c'est Cuba, c'est les Russes, etc. Ouais. Et chacun, il développe son argument. Et de l'autre côté, on a les historiens qui, eux, disent non, l'attentat du président est le fait d'un seul homme, Lee Harvey Oswald, merci, bonsoir, le reste n'est que fantasme.
Et entre les deux, bien sûr, il y a un fossé important, et ce fossé-là fait que des gens alimentent des théories du complot sur toutes sortes d'éléments, et on les monte en épingle, et tout ça va forger une espèce de folklore. Et généralement, les uns et les autres se critiquent, mais on n'essaie pas trop de comprendre le discours de l'autre. Parce que même l'effet domino avec, entre autres, c'est Marilyn Monroe, tu sais, sa mort, là, il y a eu un documentaire là-dessus sur Netflix. Est-elle vraiment décédée était-ce un suicide, un accident, ses liens avec les Kennedy, tu sais, ça fait un effet domino, le communisme et... tout à fait, tabarouette, tout à fait. Oui. Et évidemment, quand on parle de personnalité comme celle-là, on essaie de trouver, parce il y a un principe qui est simple dans la pensée, puis je suis victime de ça, tu es victime de ça, tous les gens qui nous écoutent sont victimes de ça. C'est ce qu'on appelle le biais de proportionnalité. Ouais. On a une tendance à croire que l'importance d'un événement ou l'impact d'un événement ou de sa conséquence doit être égale à ce qu'il a produit, au détonateur. Oui. Hein? Et c'est un peu normal, parce que dans notre vie de tous les jours, on fonctionne de cette manière-là. Si tu es dans ta voiture et tu vas aller plus vite, tu vas appuyer davantage sur l'accélérateur, ce qui va faire que ta voiture va aller plus vite. Si tu veux marcher plus rapidement, tu vas accélérer le pas et tu vas te déplacer plus vite. Si tu veux soulever un objet, plus tu vas mettre de force, plus tu vas pouvoir soulever un objet lourd. Donc, c'est toujours une action-conséquence. Hein? Il y a toujours une espèce de proportionnalité là-dedans. Et on a une tendance, comme c'est inné chez nous, on a une tendance à je dirais inconsciemment, à regarder les événements qui nous entourent, les événements sociaux, et leur attribuer des causes un peu semblables. Malheureusement, lorsque l'on parle d'événements sociaux, ça fonctionne pas de cette manière-là. Donc, on se dit, si la conséquence est énorme, la cause doit être égale. Mais malheureusement, les événements sociaux fonctionnent pas comme ça. Je veux dire, un avion peut s'écraser, entraîner la mort de 300 ou 400 personnes, simplement parce que un pilote a pas oublié d'enclencher le pilote automatique, tu vois, ou parce qu'il y a un bris d'une vis quelque part qui a lâché, et puis éventuellement une gouverne est partie de travers, puis l'avion s'est écrasé. Donc tu dis, un boulon qui coûte $2,95 a entraîné la chute d'un appareil de 200 millions de dollars, puis voilà, les gens sont morts à bord. Donc, on le voit dans la réalité, les causes qui vont entraîner des événements sont pas toujours proportionnelles, mais et c'est un peu pourquoi on a ces théories du complot. C'est un des éléments qui fait qu'on va adhérer à des théories du complot, parce que souvent la cause d'un événement nous semble invraisemblable. Hein. Tu l'as mentionné, la mort de Marilyn Monroe. Bon, on se dit, voilà, une icône qui a littéralement défini le Hollywood style, qui soudain va décéder parce que elle va prendre une coupe de cachet. Merci, bonsoir, puis voilà, tout cet aspect-là, ce star system qui a été mis en place dans les années 50 avec une série de vedettes. Marilyn Monroe n'était pas seule, mais James Dean, Marilyn Monroe, tous ces gens-là ont contribué à créer un star system. Et là, voilà, on apprend qu'elle est morte, sexe symbole de son époque. Voilà, merci. Tout ça parce que elle est un petit peu déprimée, puis a pris des pilules. Et qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens. Il doit y avoir une cause derrière ça qui soit égale à la conséquence de son décès. Alors, on s'imagine les Kennedy, un complot. Et c'est un peu la même chose avec le président Kennedy. L'impact sur la vie américaine a été tellement grand que lorsque la commission Warren est arrivée en nous disant, voilà, il a suffi d'un imbécile derrière une fenêtre au 6e étage d'un édifice pour abattre le président Kennedy, on se dit, c'est comme invraisemblable. Il doit y avoir quelque chose de plus grand derrière, puisque la conséquence est énorme. Et tu as tout à fait raison, ça entraîne des effets dominos et qui créent une réalité un peu alternative. Et on retrouve ça dans toutes les théories du complot, là. Que ce soit les vaccins, que ce soit le monde est gouverné par les Illuminati, puis tout ça, il y a toujours une espèce de conséquence autour de ça, une action et une conséquence qu'on doit essayer d'évaluer. Mais dans ce cas-là, ce qui est intéressant de cet ouvrage, puis demain,
J'ai oublié de prendre l'adresse en note, mais je vais communiquer demain. On le mettra aussi sur le site web. Michel Jacques Gagné enseigne l'esprit critique notamment et au Cégep et il fait des podcasts où justement il met en présence des événements sociaux qu'il critique avec le sens justement le bon sens, qu'est-ce qu'on peut évaluer ou non. Puis je lui avais dit je vais mettre éventuellement ton adresse sur le site de Radio X-Files pour que les gens puissent aller écouter les podcasts qui sont faits. Puis là, j'ai oublié l'adresse, mais on le fera demain. On va se reprendre demain, on va réparer cette petite erreur. Mais ça a été très extraordinaire parce que justement, on a parlé de ce fossé. Lui-même, ce qui est intéressant dans le discours, c'est que lui-même a commencé comme un complotiste. Hein, à l'époque, après avoir vu le film de JFK de Oliver Stone, que tu as peut-être vu, là, qui met en vedette Kevin Costner, qui fait dans la théorie du complot, lui-même avait adhéré à cette vision-là, que le gouvernement avait dû cacher des choses. Donc, il était un peu partisan des théories du complot. Et éventuellement, en fouillant dans la littérature, en lisant les documents historiques, en prenant connaissance, par exemple, de la commission Warren. Ça, c'est amusant parce que uniquement pour la commission Warren, on est sur un terrain qui est bien connu. Hein. Tous les gens qui vont favoriser des théories du complot, ces gens-là auront tendance à diaboliser les sources officielles pour décourager les gens d'en prendre connaissance. Et ça laisse la porte ouverte à leur théorie du complot. Hein, par exemple, dans le cas des ovnis, moi, toute ma vie, j'ai entendu les amateurs d'ovnis dire « Oh, le projet Blue Book, c'est de la merde. Le projet Colorado, c'est de la merde. Le GEPAN en France, c'est de la merde. Le projet Condign des Britanniques, c'est de la merde. Et tu comprends? Donc, toutes les enquêtes qui ont été menées, c'était toujours de la merde. Mais quand tu lui demandais, tu dis « Oui, mais est-ce que tu l'as lu? » Ben non. Donc, pourquoi est-ce que je le lirais? Je prends pour acquis que c'est pas bon. Alors là, je vais favoriser le monsieur X ou Y qui me raconte une histoire alternative. Et pourtant, quand tu prends connaissance de ces documents-là, donc, c'est un peu le jeu des complotistes, hein, diaboliser les sources pour que les gens ne les consultent pas. Parce que tu es très surpris lorsque tu consultes ces sources de découvrir que finalement, c'était une très bonne enquête, ça a été bien fait, ça a été rigoureux. Tu te dis, mais mon Dieu, c'est pas mauvais comme on me le disait, on a exagéré des choses, t'sais. Et c'est un peu la même chose dans l'affaire Kennedy. La plupart des gens vont diaboliser la commission Warren, hein, qui a eu lieu immédiatement après l'attentat du président et qui a remis ses conclusions en 1964 et qui disait le président a été abattu par un homme derrière une fenêtre, etc., Lee Harvey Oswald. Et là, la plupart des gens qui vont critiquer la commission Warren ne l'ont pas lu. Fait que là, on fait dire n'importe quoi à cette commission. La commission essaie de nous faire croire que la balle s'est arrêtée en l'air, puis elle a fait un zigzag pour aller blesser le gouverneur Connelly. Non. La commission Warren dit pas ça. Tu comprends? On y fait dire n'importe quoi pour, justement, la diaboliser. Et ça a été intéressant parce que lui aussi était parti sur ce levier-là de la théorie du complot, qu'on nous dissimulait des choses. Et quand il a pris connaissance de la commission Warren, il a vu à quel point on déformait les faits, on déformait la façon dont la commission avait travaillé pour mieux favoriser les théories du complot. Et là, peu à peu, il s'est rendu compte qu'il avait été manipulé. C'est exactement ça. On est manipulé par les complotistes qui aiment bien nous faire croire toutes sortes de choses. Et là, il a écrit son ouvrage qui est, et je le répète, je l'ai dit la semaine dernière, je le dis encore cette semaine, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus sur l'attentat du président Kennedy. Je te rappellerai qu'en 2017, j'avais moi-même écrit un livre sur les théories du complot. Je l'avais abordé d'une manière journalistique. Donc, j'avais rencontré des gens qui avaient travaillé autour de ça, qui avaient enquêté sur l'affaire, des historiens. Je m'étais rendu à Dallas. J'avais suivi le trajet qu'avait pris la limousine du président Kennedy. Je suis allé voir l'endroit d'où Lee Harvey Oswald aurait théoriquement tiré sur le président. J'ai tout regardé ces éléments-là, fouillé les archives nationales américaines. C'est quand même des milliers de documents. Et pour moi, il n'y a aucun doute que le président Kennedy a été abattu par Lee Harvey Oswald. Il n'y a pas si tu me posais la question, la certitude, c'est 150%. Là. Il n'y a aucun doute que c'est lui qui a tiré et il n'y a aucun doute qu'il a agi seul.
Mais bon, je comprends les théories du complot. Mais bref, tout ça pour dire qu'en 2017, j'avais écrit ce livre sur les théories du complot. Je m'étais intéressé à l'affaire. J'avais consulté énormément d'ouvrages. J'avais rencontré des historiens, des gens également du milieu de la justice, du département de la justice aux États-Unis, dont notamment Vincent Bugliosi, qui a écrit un ouvrage extraordinaire sur l'attentat du président Kennedy qui s'appelle Reclaiming History. Et peut-être que ce nom de Vincent Bugliosi te dit quelque chose parce qu'il a commencé sa carrière comme assistant du procureur du comté de Los Angeles en Californie dans les années 60. Et c'est lui qui a envoyé Charles Manson derrière les barreaux, qui a écrit un ouvrage qui est devenu le plus grand best-seller de toute l'histoire des livres True Crime, qui s'appelle Helter Skelter en anglais. En français, c'est l'affaire Manson. Et évidemment, quand tu rencontres Vincent Bugliosi, toute sa vie ensuite a tourné autour de ça. Moi, je me rappelle quand je lui ai parlé au téléphone la première fois où je l'ai rencontré, dès que je l'ai eu au bout de la ligne, il me dit « Vous allez me demander de parler de l'affaire Manson. » Tu sais, on sentait que le gars était comme écœuré, là, tu sais. Mais c'est amusant parce que, un peu comme les astronautes qui sont allés sur la Lune, il était conscient, Bugliosi il est décédé il y a quelques années, mais il était conscient qu'il avait joué un rôle important dans un moment de l'histoire de l'Amérique. Donc, il se prêtait finalement au jeu. OK, parfait, je vais reparler pour la énième fois de l'affaire Manson. Et c'est lui, je pense que je te l'avais cité quand on avait parlé de l'affaire Manson, qui m'avait dit, quand je lui ai demandé, je lui avais posé la question, comment il avait réagi quand il avait vu pour la première fois Charles Manson. Il a pris une seconde d'arrêt puis il me dit, insignifiant. T'sais, il l'avait trouvé complètement insignifiant. Il s'attendait à voir une espèce de géant, de la façon dont on en parlait, regard hypnotique. Puis il dit, la porte s'ouvre du tribunal. Je vois ce bonhomme-là qui rentre. Je l'avais pas vu avant l'audition au tribunal. Un type tout petit, en 5 pieds 3, 5 pieds 4, qui me fusille du regard, mais je l'ai trouvé insignifiant. T'sais. Mais bref, il faut savoir qu'au-delà de l'affaire Manson, Vincent Bugliosi, c'est plus grand que ça. C'est un véritable géant. Hein. Il a eu des rôles très importants dans l'administration de la justice aux États-Unis, en Californie et dans la justice américaine en général. Et il s'est passionné pour l'affaire Manson et il a écrit ce que, à peu près de l'avis de tous, probablement l'ouvrage historique le plus important écrit sur l'affaire Kennedy, qui est Reclaiming History. Et donc, j'avais consulté tout ça. Et quand pour moi, c'était clair que j'avais lu à peu près toutes les sources d'informations. Puis ça revenait toujours un peu la même chose. C'était toujours un peu l'un contre l'autre. Et quand je suis tombé sur le livre de Michel-Jacques Gagné, qu'on a reçu la semaine passée, ça a été rafraîchissant de voir que il abordait un sujet qu'on avait mis un peu de côté. C'est comment un complotiste de l'affaire Kennedy en vient-il à devenir moins complotiste et que dire, donc il avait côtoyé les deux côtés de la clôture, si je puis dire, pour arriver à une vision beaucoup plus réaliste de l'affaire Kennedy et qui nous permettait de mieux comprendre pourquoi les théories du complot s'étaient accumulées, s'étaient multipliées avec l'affaire Kennedy. Bref, ça a été fascinant et puis voilà, donc on a parlé de ça et puis ça a été une très belle semaine. J'ai adoré cette rencontre-là qu'on a eue. Ça, c'était mercredi dernier. Et puis voilà, on se retrouve cette semaine pour reprendre à nouveau notre dynamique ensemble. Et ce soir, c'est notre soirée OVNI. Oui, on est comme à cheval entre justement les théories du complot et la faute de preuve d'existence des extraterrestres. Et tu vas nous parler de la bataille de Los Angeles Case. Ça a-tu déjà existé? C'est un film? C'est ça. Dans l'histoire des OVNIs, c'est assez amusant parce qu'il y a des événements qui se sont produits, disons, dans la période que je pourrais appeler pré-OVNI. Si on regarde historiquement, là, on placerait des ufologues autour d'une table et on leur demanderait à quel moment l'histoire des OVNIs débute de manière contemporaine. Bon, on s'entend tous ces gens-là s'entendent pour dire 1947. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas d'observation d'OVNIs avant. Si tu regardes nos ancêtres, les extraterrestres, on est capable de remonter jusqu'à Mathusalem, Moïse et le reste. Là. Mais de façon contemporaine, lorsque l'on parle de l'intérêt des OVNIs, c'est né, je dirais, en 1947. Bon, il y a deux événements qui vont marquer
On dit souvent l'affaire de Roswell, mais il faut savoir que l'affaire de Roswell, en 1947, ne s'est pas placée sur le devant de la scène. L'affaire de Roswell, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est une histoire où un ovni se serait écrasé dans le désert de Roswell en juillet 1947. Et depuis, on raconte que cet objet qui se serait écrasé pourrait être les restes d'un vaisseau spatial extraterrestre avec des occupants. Il faut savoir qu'en 1947, cette histoire-là a très peu alimenté la presse. Ça a été 24 heures au début du mois de juillet 47. En fait, ça a été 24 heures entre le 8 et le 9 juillet 1947. Le 8 juillet, l'armée américaine dit, voilà, on a récupéré un disque volant. Et le 9, on nous dit, on s'est trompé, c'est un ballon sonde. Voilà, l'affaire s'est arrêtée là. Donc, même si aujourd'hui l'affaire de Roswell a pris des proportions mythiques, en 1947, c'est un tout petit fait divers qui retient pas l'attention. L'événement qui va marquer l'ufologie en 1947, qui va donner naissance aux ovnis, c'est l'observation d'un pilote civil américain. Il va de ville en ville avec son avion personnel. Il est propriétaire d'une compagnie qui vend des systèmes pour combattre les incendies. Donc, son terrain d'action, c'est surtout l'Ouest américain. Donc, il passe, par exemple, de l'État de l'Oregon à l'État de Washington, nord de la Californie, puis il revient en Oregon. Et ce type-là s'appelle Kenneth Arnold, et le 24 juin 1947, alors qu'il survole le mont Rainier dans l'État de Washington, il voit des objets dans le ciel, qu'il va décrire plus tard comme ressemblant un peu à des boomerangs. Ils leur paraissent métalliques, il a l'impression qu'ils reflètent la lumière du soleil. Il y en a 9 qui forment 2 lignes, qui forment un peu comme une pointe. On a comme une ligne de 4 et une ligne de 5, et les deux volent côte à côte, et ça donne un peu comme la pointe d'une flèche, ou c'était mieux, une volée d'oiseaux. Quand tu regardes des oiseaux qui quittent pour le sud, ils volent comme en flèche, là, qui forment un V dans le ciel, c'est un peu ça qu'ils voient. Il s'est composé de 9 objets. Et il va raconter ça à la presse, lorsqu'il se pose à l'aéroport et raconte ça. Il faut se rappeler que c'est une période où les extraterrestres n'existent pas, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux de l'espace, ça n'existe pas ça à l'époque. On voit ça dans la science-fiction, dans les pulp magazines, la réalité n'est pas là. Et lorsque Kenneth Arnold se pose, il y a un journaliste qui est là et qui interroge les pilotes. Il est à la recherche. Le journaliste est à la recherche d'une bonne histoire. Tu sais, je veux dire, il a besoin de matériel à se mettre sous la dent. Fait qu'il parle avec les pilotes et puis à un moment donné, il tombe sur Arnold et Arnold lui raconte cette histoire-là. Et le journaliste lui pose la question à quoi ressemblaient ces objets. Kenneth Arnold lui dit, voilà, ça ressemblait à des boomerangs, ça volait, c'était comme des boomerangs. Et le journaliste lui posait, est-ce que ça se déplaçait comme des avions normaux? Et Kenneth Arnold dit, non, ça se déplaçait comme des soucoupes que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. C'est assez curieux comme figure de style. Généralement, on aurait dit un galet sur l'eau, une pierre sur l'eau, mais une soucoupe sur l'eau. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu quelqu'un me raconter ça. On prend une pierre, il fait faire des ricochets dans l'eau, mais on prend pas une soucoupe pour faire des ricochets dans l'eau. Mais bref, c'est la figure qu'utilise Arnold. Il lui dit que ça se déplaçait comme des soucoupes qu'on aurait fait ricocher sur l'eau. Et le journaliste, le lendemain, faisant ni un ni deux, plus souvent les journalistes ont fait un peu les coins ronds. C'est une presse rapide. Fait que le journaliste, c'est un fait divers, c'est comme un chien écrasé. Donc, il écrit un article en disant, un pilote américain a vu des soucoupes volantes. Il n'a pas vraiment vu des soucoupes volantes, il a vu des croissants volants qui se déplaçaient comme des soucoupes. Mais bref, le journaliste c'est des soucoupes volantes, et à partir de là, cet événement, lui, est très médiatisé. Donc, on est le 24 juin, le 25 juin, tous les journaux de la côte ouest américaine parlent de cet incident-là, et 2 ou 3 jours après, tous les journaux des États-Unis se sont relayés la nouvelle, et même au Canada, on a parlé de ça. Moi, j'ai trouvé des articles dans les journaux de l'époque, des journaux comme The Gazette, il y avait le journal, à l'époque, il y avait aussi La Presse qui existait en 1947, et j'ai trouvé des articles qui parlent de ça. Et à partir de là, les gens un peu partout en Amérique du Nord vont se mettre à voir des soucoupes volantes, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Donc, ça, c'est l'événement qui fait que les soucoupes volantes sont apparues de manière contemporaine. Cela étant dit, là, je viens de te faire un maudit détour. Mais on suit tout le temps. Mais bref, tout ça pour dire que il y a quand même des événements qui se sont produits un peu avant cette apparition mythique qui va déclencher l'ère des soucoupes volantes. Il y a quelques événements qui se sont produits un peu avant ça, qui ont marqué un peu aussi l'imaginaire et qu'on a vu réapparaître dans la littérature sur les ovnis. C'est le cas, par exemple, de Roswell, comme je l'ai mentionné, petit incident, fait divers,
banal qui dure 24 heures en 1947 qu'on oublie pendant de très très longues décennies. En fait, je dis des décennies. On parle pratiquement de 30 ans. Hein, l'affaire de Roswell, c'est 47, puis elle va réapparaître au milieu des années 70. Et là, on va trouver d'autres événements, certains datant de 1937, d'autres événements datant de 1941, 1945, des espèces de fusées volantes qu'on aurait vues au-dessus de la Norvège durant la Deuxième Guerre mondiale, des pilotes qui auraient rapporté des sphères lumineuses qui entouraient leurs avions, qu'on avait baptisé Foo Fighters. D'ailleurs, il existe un groupe de musique punk un peu, là, je m'avancerai pas sur les styles musicaux. Ouais, on va dire grunge rock. OK, ouais, parce que je connais pas vraiment mais bon, un groupe qui s'appelle Foo Fighters et qui s'est inspiré de ces histoires de boules lumineuses qui entouraient des avions durant la Deuxième Guerre mondiale et qu'on pensait être des armes allemandes. Hein. D'ailleurs, les Américains les appelaient les Krauss Fireball, hein, les boules de feu allemandes, pour découvrir après la Deuxième Guerre mondiale, en fouillant les archives du Reich, que les pilotes de la Luftwaffe avaient également rapporté ces mystérieuses boules de lumière autour de leurs avions. Aujourd'hui, quand tu parles avec des physiciens, on croit plutôt que à l'époque, les avions il y avait des fuselages en aluminium, il y avait souvent des câbles radio qui passaient autour de l'avion ou sur le dessus de l'avion qui reliaient par exemple une antenne au-dessus du poste de pilotage à la queue de l'avion. Et on croit que cette structure-là pouvait créer des effets d'électricité statique. Hein. Lorsque tu traversais, par exemple, des ondes de nuageuses, etc., la friction de l'air, hein, des ions qu'on retrouve dans l'air sur la carlingue des avions pouvait entraîner des espèces de phénomènes comme des feux Saint-Elme. Donc, c'était un phénomène naturel. Mais compte tenu qu'on était en présence d'une nouvelle technologie, là, les avions de la Première Guerre mondiale étaient littéralement faits en tissu pas en papier. Fait que là, c'était la première fois qu'on avait un conflit armé où on utilisait des avions en métal. Donc on s'est aperçu qu'il y avait ces phénomènes de lumière-là, qu'on croyait être une arme, mais qui était très probablement un phénomène d'électricité statique lié justement à la friction de l'air sur les carlingues des avions. Mais néanmoins, ces récits-là, à partir du moment où on parle ovni, c'est devenu la mode, hein, c'est ramené sur le devant de la scène. On fouille un peu dans les archives et on trouve des événements un peu mystérieux et qu'on va mousser comme étant des événements très marquants. Et la bataille de Los Angeles est l'un d'entre eux. Ce qu'on a entendu en début d'émission, c'est un extrait d'un film de 2011 qui s'appelle World Invasion, Battle of Los Angeles. Et ce film-là s'inspire de l'événement qu'on a appelé la bataille de Los Angeles dans la littérature et la culture ufologique. Et comme l'événement s'est produit en février 1942 et qu'on est en février, je me suis dit, tiens, voilà une belle occasion de revenir sur cet événement-là, qui est devenu un classique, en fait, dans la culture ufologique, mais qui n'est pas finalement si extraordinaire que ça. Hein. La légende est plus grande que l'événement, comme c'est malheureusement très souvent le cas. Donc, plongeons-nous dans l'histoire de la bataille de Los Angeles. Il faut se rappeler qu'on est en février 1942. Donc, on est quelques mois, en fait, on est 2 mois, grosso modo, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, à Hawaï, qui a fait entrer l'Amérique dans les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, après cette attaque japonaise dans le port de Pearl Harbor. Et là, les Américains ils ont une espèce de panique, et comme la guerre est déclarée, on est un peu là, épidermique. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements un peu inusités et inquiétants qui se sont produits, dont notamment à quelques reprises des gens ont rapporté avoir vu des sous-marins japonais au large des côtes de la Californie. J'imagine aussi que le développement militaire a dû jouer beaucoup sur les conspirations, là. Ah oui, bien sûr. Et je sais pas si on en a déjà parlé à l'émission, mais je pense que oui. Rappelle-moi, là, maudite chimiothérapie, on parle des bouts des fois. Mais... arrête donc, ma mémoire est pas mieux, mais okay. Je pense qu'on en a déjà parlé. Oui. Rappelle-toi, je crois qu'on en avait parlé ensemble, une histoire assez mystérieuse où 2 pilotes à bord d'un dirigeable de l'armée américaine ont disparu. Hein. Ces gens-là avaient décollé d'une base au pied du Golden Gate Bridge, qui s'appelle Treasure Island. C'est un ballon qui s'appelait le L-8, et à un moment donné, on a perdu le contact, et quand le ballon est revenu, il s'est écrasé en banlieue de Los Angeles. On est rentré dans le ballon et dans ce qu'on appelle la gondole.
là qui était le poste de pilotage. Quand je parle de dirigeable, là, faut que vous ayez en tête un dirigeable comme les fameux ballons Goodyear. D'ailleurs, ce ballon-là, le L-8, après son service militaire, entre guillemets, a été vendu à la flotte des ballons Goodyear, puis a continué de voler pendant de longues années. Mais les deux pilotes qui étaient dans le fameux ballon L-8, était justement une réplique aux attaques japonaises. Donc, il y avait eu l'attaque sur Pearl Harbor et rapidement, la US Navy avait réagi en achetant une flotte d'une 12aine de ballons. Et ces ballons-là, chaque matin, décollaient, se déployaient le long de la côte de la Californie pour surveiller la possibilité de sous-marins japonais qui risquaient de canarder la côte de la Californie. Donc, on est dans cet environnement-là. On craint cette attaque japonaise. Et c'est vrai que les événements dont je te parle vont se déployer sur une période d'à peu près 72 heures et on va comprendre aussi la façon dont tout ça va augmenter. Donc, l'événement commence, pour bien dire, le 23 février 1942. La bataille de Los Angeles n'est pas encore débutée, mais on en est encore aux tranchées. Mais ça se prépare. Donc, le 23 février 42, il y a un sous-marin japonais qui va émerger au large de Hellwood. Ça se trouve là un peu au nord de Santa Barbara, en Californie. Et pendant 2 longues heures, le sous-marin va canarder la côte américaine. Et en fait, à Hellwood, il y a... on est, je ne sais pas si dans la région de Québec vous avez ça, mais à Montréal, si vous allez du côté de l'est de Montréal, il y a les raffineries de pétrole avec des gros réservoirs, là, les gros tankers là, où on met là, des millions et des millions de gallons de pétrole. Donc, tout le long de la côte, à Hellwood, il y a ces grosses réserves de carburant. Et donc, le sous-marin japonais émerge et fait feu sur les fameux réservoirs. Il en atteint d'ailleurs quelques-uns qui déclenchent des explosions épouvantables. Et il va réussir à canarder la côte californienne pendant presque 2 heures avant que des bateaux de la garde-côte, des avions militaires réussissent à le localiser. Et au moment où on commence, nous, les Américains commencent à bombarder le sous-marin, le sous-marin replonge et disparaît. Puis pour les Japonais, ça sera sans conséquence, mais pour les Américains, cette attaque le long de la côte, non seulement a détruit d'importantes réserves de carburant, mais en même temps, il fait augmenter d'un cran cette peur paranoïaque que l'on a d'être attaqué par les Japonais. D'un côté, c'est un peu surprenant, mais du côté est des États-Unis, donc on parle ici de New York, toute cette région-là des États-Unis, donc New York, la Pennsylvanie, tout ça, la peur là-bas, de ce côté-là, c'est une attaque des U-boats allemands. On craint une attaque des Allemands. Et du côté ouest, donc Californie, c'est une attaque des Japonais. Donc, il y a cet incident, cette escarmouche, appelons-le comme ça, qui se passe là, le 23 février 42. Et bien sûr, tu sais, comme ça se passe quelques semaines, en fait 8 semaines après l'attaque de Pearl Harbor, ça ne fait que rajouter à cette tension entre les Américains et le Japon. Ce jour-là, journée du 23 février 1942, pour ajouter un peu à cette panique des Japonais, le président Franklin Roosevelt va faire une annonce à la radio américaine. Juste avant la télévision. Ça, la radio, c'est une boîte carrée. Oui, c'est oui. à l'époque, là, tu sais. Ah oui. Avec des ondes AM. Oui, c'est ça, avec des pitons. Là, puis là, tu cherchais ta zone. Ben, bref, le président Franklin Roosevelt va faire une annonce en disant aux Américains qu'il rappelle qu'on est en guerre, on a déclaré la guerre aux Japonais, puis en fait à toutes les forces de l'Axe. L'Axe, c'est l'Italie, le Japon et l'Allemagne. Et là, évidemment, on brandit la menace des forces de l'Axe contre les alliés qui sont le Canada, les États-Unis, la Grande-Bretagne, en fait l'Europe occidentale. Et même si l'Allemagne fait partie de l'Europe occidentale, elle avait décidé de faire cavalier seul par rapport au reste de l'Europe. Donc on est dans cette situation-là. Roosevelt prend le micro et annonce aux Américains de soyez prêts. À tout moment, il peut y avoir une attaque qui peut arriver de la mer, ça peut être les Allemands, ça peut être les Japonais, ça peut être une attaque aérienne. Soyez prêts. Il n'y a aucun endroit aux États-Unis où vous êtes à l'abri d'une attaque. C'est la guerre. Donc, on rappelle ça. Donc, ça ajoute à la peur. On est donc, après cet événement-là, ce qui nous amène 24 heures plus tard, on est le 24 février, donc on est en fin de journée. Vers 19h18, il y a des postes de surveillance qui sont dans le secteur de Los Angeles qui vont rapporter des lumières inconnues dans le ciel. L'alerte est donnée, mais évidemment, on craint une nouvelle attaque, qu'un bateau japonais arrive puis qu'un sous-marin japonais attaque la côte, mais il n'y a rien qui se passe.
Donc, ces lumières-là ont été observées, on n'arrive pas trop à les relocaliser. De quoi s'agissait-il? S'agissait-il d'avions commerciaux? S'agissait-il d'avions militaires, mais américains? Est-ce qu'il s'agissait d'avions civils? On ne le sait pas trop. Mais bref, l'alerte, après avoir lancé cette alerte qui va durer quelques heures, l'alerte est levée, il est 22h23. Donc, on peut respirer, on se dit finalement, c'était une fausse alerte. À 2h15, là, on est rendu le 25 février, des radars qui sont situés le long de la côte des États-Unis, de la côte de la Californie, vont capter un écho d'un aéronef inconnu qui se trouve à peu près à 200 km à l'ouest de Los Angeles. Et l'objet en question semble se rapprocher de Los Angeles, comme si Los Angeles était sa cible. Donc, tu le comprends que Los Angeles sur la côte de la Californie, c'est l'équivalent de New York sur la côte est, là. Donc, à nouveau, 6 minutes plus tard, il est 2h21, il y a un blackout qui est ordonné. Les autorités, puis tu vas comprendre, il y a un contingent militaire qui se trouve en Californie qui n'est pas forcément, qui ne demande pas conseil à Washington. Ces gens-là ont la liberté de pouvoir agir promptement dans la perspective d'une attaque. Donc, 6 minutes après cette fameuse détection de cet objet qui semble se diriger vers Los Angeles, on ordonne un blackout, que toutes les lumières de la ville soient fermées, les lumières de la côte, parce qu'évidemment, si on suppose qu'il y a une armada volante ou encore des sous-marins qui émergent au large de Los Angeles, s'il n'y a pas de lumière, ça va être plus difficile pour eux de localiser des cibles. Quelques minutes plus tard, des gens vont raconter avoir vu des lumières qui s'approchaient de la côte et l'objet est pris par les faisceaux de lumière de la DCA, ces gros projecteurs au sol qu'on braque vers le ciel, là. Et là, finalement, on envoie ces projecteurs-là et on a l'impression soudain que l'objet est là et on a l'impression que l'objet est pas seul, il y a d'autres objets autour de lui. Alors là, à ce moment-là, on commence à canarder sur les objets en question. Donc, on tire et on a l'impression que les témoins diront plus tard, j'avais l'impression que ces objets-là étaient à la hauteur d'avions normaux, là, des avions, disons, civils. Puis à des moments donnés, on avait l'impression qu'ils montaient très haut dans le ciel, puis ils redescendaient, faisaient des manœuvres aéronautique un peu bizarre, il zigzaguait. Donc, les batteries de défense qui sont le long de la côte, là, entendons-nous, quand je dis batterie de défense, ayez en tête les images là, de ces immenses canons qui lancent des obus de mortier là, qui sont gigantesques, là, avec un... Tu sais, on voit un peu l'image. C'est quasiment des canons qui ressemblent un peu aux canons des chars d'assaut, là, mais qui sont montés sur des tourelles avec un canardeur derrière et on tire sur ces objets-là. Donc, on va tirer. Les premiers tirs débutent à 3h16 du matin et ils vont perdurer pendant 1 heure et 2 minutes. Ça va s'arrêter à 4h14. Et les militaires américains ont tiré une centaine d'obus. En fait, plusieurs centaines d'obus. Des gros obus, là, ils en ont tiré 1430. Et ils ont tiré, là, en faisant appel à des plus petits canons qui étaient installés sur des tours. Ils ont tiré, crois-le ou non, 8,5 tonnes de balles. Quoi? 8,5 tonnes de balles. OK, ça fait pas mal, hein? Ça commence à faire des projectiles, hein? Les tirs en question vont causer des dommages importants. Bon, il y a des dizaines de bâtiments qui sont détruits, il y a des infrastructures également qui sont atteintes, des routes, des ponts, des lampadaires. Et à l'aube, là, les autorités commencent à faire le bilan. On va déplorer 3 personnes qui sont décédées dans des dommages collatéraux, donc qui se trouvaient dans des bâtiments qui, des tirs de missiles, pas des tirs de missiles, mais des tirs d'obus ratés qui ont frappé des bâtiments puis qui en ont fait écrouler des parties. Donc 3 personnes sont décédées soit dans des infrastructures qui se sont écroulées et 3 autres personnes sont décédées de malaise cardiaque à cause justement de l'anxiété qu'a créé ces fameux tirs qui ont duré pendant plus d'1 heure et qui ont été soutenus, hein, parce que 8 tonnes de balles plus on n'arrête pas de tirer et 1430 obus là, des gros obus de canon là, tu te dis ben là ça fait du bruit. Donc à 7h21 du matin,
les objets ayant disparu, avec les dégâts laissés dans la région de Los Angeles, les autorités vont lever le blackout. Donc à ce moment-là, on peut rallumer les lumières. Remarque que le jour est déjà levé, donc il n'y a plus un grand intérêt à allumer les lumières. Et là, on commence à évaluer les dommages et on constate effectivement que cet épisode a entraîné des millions de dommages, des millions de dollars de dommages le long de la côte et bien sûr toute la panique que ça a engendré. Éventuellement, on va comprendre que c'est... Bon, au début, là, dès le lendemain, on commence à s'imaginer, on se dit, il doit s'agir quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'était peut-être réellement des Japonais. Hein. Et là, si c'était des Japonais, on en a visiblement, il n'y en a pas un seul qui est tombé, il n'y en a pas un seul qui a été touché, aucun appareil volant japonais. Et là, on se dit, et si c'était des Japonais, puis il y a quand même un élément triste là-dedans, si c'était des Japonais, s'il n'y avait pas de lumière, comment ont-ils fait pour pouvoir localiser le centre de Los Angeles? Et là, on va accuser les Américains d'origine japonaise d'avoir utilisé des lumières, des lampes de poche pour attirer éventuellement cette armada volante vers le centre de Los Angeles. Et il y aura une vingtaine de personnes, d'ailleurs, des gens, encore une fois, des Américains, mais d'origine japonaise, qui vont être arrêtés pendant un court moment. Ils vont être détenus. On va les accuser d'avoir fait presque un acte de haute trahison, alors que finalement, rien de ça ne s'était produit. Et éventuellement, crois-le ou non, dans cette même journée, le lendemain, donc on est toujours ce 25 février, Frank Knox, qui est le secrétaire de la US Navy, prend la parole en disant que il n'y a jamais rien eu. Tout ça est un épisode d'hystérie collective. Les gens ont vu quelque chose dans le ciel qui peut être n'importe quoi, qui avait rien à voir avec les Japonais. Ils se sont mis à tirer de tous bords, tous côtés. Et là, on croyait qu'il y avait quelque chose, mais il y avait rien. Puis on tirait, puis finalement on tirait sur absolument rien. Ouais. Là, évidemment, il y a même plus tard, en 1949, donc 7 ans plus tard, on va apprendre avec la publication de documents que les Américains ont peut-être tiré sur leur propre patente. Je suis surprise d'entendre ça. Puis écoute, ça touche un peu l'actualité d'aujourd'hui. Je te dirais que j'ai un peu à dessein, j'ai choisi cette histoire-là. On va apprendre en 1949, en fouillant dans des documents, que l'armée avait lancé ce jour-là 2 ballons. En fin de journée, on avait lâché 2 ballons. Et les ballons étaient munis de cibles radar. Justement des ballons qui étaient destinés à survoler la côte ouest américaine, et dans l'espoir que si des bateaux japonais envoyaient des ondes radar vers la côte, ils pourraient être détectés par des réflecteurs radars et fournir l'information sur leur localité. Ils se sont fait une propre alerte à eux autres. Voilà. Ah, Donc, ils ont levé la tête, ils ont vu dans l'obscurité quelque chose de brillant, ils ont cru que ça pouvait être une armada, ils se sont mis à tirer dessus. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que plus ils tiraient, plus les tirs créaient de la fumée. Donc, éventuellement, il y avait un immense nuage de fumée. Ce nuage de fumée, écoute, c'est ridicule, le nuage de fumée étant éclairé par les feux de la DCA, les lumières de la DCA, tu comprends qu'on éclairait le nuage. Mais il n'y avait pas d'objet, là. On éclairait une grosse marche blanche dans le ciel qui n'était rien de plus que le nuage de fumée dégagé par les tirs. Et eux tiraient là-dedans, ils tiraient dans le nuage de fumée qu'ils avaient créé en croyant que le nuage de fumée était un objet, alors que c'était rien de plus qu'un nuage de fumée. Ça devenait proportionnel, ça grossissait, fait qu'augmentait la cadence de tir. Oh mon Dieu! Donc, et éventuellement, le Pentagone a réagi. En fait, le Pentagone, c'était pas le Pentagone, c'était même pas le département de la Défense. À l'époque, c'était le département des armées. Le département des armées, après avoir échangé avec le président Roosevelt, tout ça, vont donner un sérieux blâme à tous les contingents militaires qui ont participé à cette action-là le soir du 25 février 1942. Aujourd'hui, il ne fait à peu près aucun doute sur le plan historique que cet événement-là n'a jamais rien été d'autre
qu'une peur collective qui s'est déclenchée par la présence de quelque chose dans le ciel, qui était probablement un ballon ou des ballons lancés par les forces militaires américaines, mais plus au nord de la Californie pour surveiller les côtes, et que les contingents militaires ont été confondus par ces présences-là, et puis finalement, ça a été un effet domino. Ils se sont mis à paniquer et à tirer autour de ça. Comment l'histoire... oui, j'allais dire, ça en dit long sur la panique, l'hystérie collective. Suffit d'une personne qui commence à avoir peur pour emmener un effet d'entraînement. Oui, absolument. Et on aurait pu croire, cette récupération dans l'univers des ovnis, on aurait pu croire que cette histoire-là était morte de sa belle mort. Puis c'est vrai qu'elle est morte un peu, il y a pas eu un grand intérêt. Hein. Le lendemain, le Los Angeles Times a présenté une photographie où on voit les lumières de la DCA qui pointent vers le ciel, et on voit une masse blanche au centre du ciel, mais évidemment c'est le nuage de fumée qui est éclairé, et on a présenté cette photo-là avec évidemment des titres très ronflants, c'est la Californie sous attaque, etc. Mais très rapidement, dans les jours qui ont suivi, cette histoire-là, on a fait sourire plus d'un. On a compris à quel point on pouvait être paniqué et quel était le niveau de tolérance des militaires là qui étaient cantonnés sur les côtes, soit est ou les côtes ouest, avec cette peur omniprésente éventuellement d'une attaque japonaise ou d'une attaque allemande. Mais l'histoire, éventuellement, a été oubliée. C'est un peu... J'allais pas dire une bévue, mais tu sais, c'est un incident qui montre un peu la peur panique qu'on avait à l'époque. Cette histoire-là a été éclipsée de l'univers des ovnis. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas d'ovnis là-dedans. Tu sais, on a cru que c'était des Japonais, puis c'était pas des Japonais, tu sais, fait que ça finit là. Mais, crois-le ou non, il y a toujours une bonne histoire dans l'univers des ufologues. Une bonne histoire ne meurt pas. Il y aura toujours moyen de la recycler. Et là, on arrive, l'histoire est oubliée depuis 1942. Elle est oubliée pendant une quarantaine d'années. Et puis voilà que dans les années 80, il y a une série de documents frauduleux, disons-le, qui commencent à circuler dans l'univers des ovnis, qu'on appelle les documents du MJ12. MJ12 veut dire Majestic 12. C'est une série de documents, je le dis là, frauduleux, qui ont commencé à circuler. C'est des petits plaisantins qui ont fait ça. Et ces documents-là, c'était comme des documents auxquels on avait donné tout l'aspect de documents originaux, militaires, avec des parties qui étaient biffées en noir, avec tout ce que l'on peut faire avec du liquid paper puis un bon photocopieur. On prend des vrais documents, puis on découpe ça, puis on colle ça, puis on fait puis là on va comme inonder l'univers des amateurs d'ovnis un peu pour se moquer d'eux. Mais eux, les amateurs d'ovnis ont avalé la pas. Et là, tout le monde se sont mis à échanger ces documents-là. Et ces documents-là laissaient sous-entendre que, à partir de 1947, aux États-Unis, le gouvernement avait mis en place un petit comité d'individus composé de 12 personnes, d'où le nom de Majestic 12, Majestic 12. 12 parce qu'il y a 12 membres. Et ces 12 membres-là formaient une espèce de société secrète dont le rôle était de contrôler l'information sur les ovnis, dissimuler la présence extraterrestre au public. Et on va même jusqu'à dire que ces gens-là auraient fait preuve d'intimidation pour empêcher des témoins de parler. Le président Kennedy lui-même aurait été assassiné parce qu'apparemment des membres du groupe MJ12 avaient entendu parler que le président Kennedy voulait révéler des informations sur les ovnis. Donc tu vois un peu cette idée de complot-là, c'est du grand n'importe quoi. Mais ces documents-là, faut le dire, ces documents-là ont circulé, les amateurs d'ovnis y ont cru, beaucoup d'entre eux y croient encore toujours, même si très rapidement, les spécialistes en falsification de documents, et notamment le FBI, s'est penché là-dessus. Puis d'ailleurs, si tu vas sur le site du FBI et tu demandes les deux, parce qu'il y a sur le site du FBI, sur le site Internet du FBI, il y a un onglet qui s'appelle le Reading Room, où on a accès à un très, très grand nombre de documents qui ont été rendus publics au cours des décennies, qui sont classés sous différentes items, là, Adolf Hitler, MK-Ultra, la guerre en Irak, et on a des phénomènes mystérieux. Et si vous allez dans la catégorie phénomènes mystérieux, vous allez voir les documents du MJ12, parce que le FBI, bien sûr, t'as pas le droit de faire circuler des faux documents du gouvernement. Non, parce qu'ils vont te trouver assez vite, je pense. Ouais. Donc, évidemment, le FBI est informé de ça, ils ont enquêté là-dessus, et quand tu vois les documents sur le site du FBI, on a marqué avec un gros stylo feutre de travers le long des pages, bogus, 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 c'est pour dire que c'est des faux documents. Mais néanmoins, les amateurs
amateurs d'OVNI continuent d'y croire. Et là, ce qui nous ramène à l'affaire de Los Angeles, quand ces faux documents ont commencé à circuler, même si très rapidement les autorités ou les spécialistes ont dit que ces documents-là sont faux, les amateurs d'OVNI, eux, continuaient de faire transiter ces documents-là sous le manteau, puis se les échangeaient comme si c'était un peu le Saint Graal, puis ça révélait la grande révélation. Et parmi ces documents-là, il y avait un document qu'on a appelé le mémo Marshall. Marshall, parce que George Marshall était le chef du département de la guerre en 1942, donc un mémo qu'il aurait apparemment envoyé au président Roosevelt, qui est daté du 5 mars 1942, donc une semaine après les événements de Los Angeles. Et dans ce mémo, on peut lire, et je te le cite, « 2 objets récupérés, l'un en mer et l'autre dans les montagnes près de San Bernardino. Notre bureau est arrivé à la conclusion que ces aéronefs mystérieux n'étaient pas d'origine terrestre. D'après les services secrets du renseignement, ces engins pourraient bien être d'origine extraterrestre. » Ce document-là, il est faux, faut-il le rappeler. Il fait partie de cette, entre guillemets, cette batch de faux documents, là. On fait dire n'importe quoi. Mais bref, les amateurs d'OVNI y ont cru et c'est comme ça que l'affaire de la bataille de Los Angeles est revenue sur le devant de la scène. Cet événement-là qu'on croyait qui était une bévue des militaires qui était cantonné le long de la côte ouest, mais qui a été récupéré par les amateurs d'OVNI qui là se sont mis à dire que ces objets-là observés dans le ciel n'étaient pas simplement un nuage de fumée, ce n'était pas simplement un ballon, ce n'était pas des aéronefs japonais, c'était des vaisseaux spatiaux extraterrestres et on les a abattus, puis on en a récupéré et c'est devenu un événement mythique, mais qui en fait ne repose que sur un tout petit incident, une bévue des militaires qu'on a monté en épingle. Est-ce que ça a réussi à se rendre dans les journaux à ce moment-là? Ça a circulé sur Internet? Comment les gens peuvent mettre la main dessus? Ça a circulé à l'époque, les gens dans des conventions. Hein. Moi, j'étais là dans les années 80. Donc, évidemment, il n'y avait pas l'Internet n'existait pas. Non, mais il y avait des conventions qui se faisaient. Il y avait des magazines qui existaient sur les ovnis. Donc, ces documents-là se retrouvaient dans les magazines. On se les échangeait. Et puis, dans les années 90, avant que l'Internet devienne ce qu'il est aujourd'hui, là, avec Facebook et tout le reste, moi, je me rappelle, à l'origine, au départ, fin des années 80, début des années 90, il y avait ce qu'on appelait des babillards électroniques. C'était pas encore Internet comme on le connaît, mais c'était quand même un accès sur des réseaux où on pouvait échanger de l'information. Et là, rapidement, ces documents-là se sont mis à circuler. Il y a tout un mythe autour de ces documents-là. Mais je te dirais, là, je sais que le temps file, mais c'est correct. Je viens de te dire que, pour en finir avec la bataille de Los Angeles, l'un des éléments forts de cette histoire-là, que les amateurs d'OVNI aiment bien présenter pour accréditer cette histoire-là, non seulement il y a ce fameux faux mémo, faut-il le rappeler, le faux mémo Marshall, qui raconte une histoire de récupération d'OVNI, et on utilise aussi la photo qui a été présentée par le Los Angeles Times à l'époque, qui est assez spectaculaire, où on voit ces faisceaux de lumière de la DCA qui semblent effectivement éclairer un objet dans le ciel. Il faut savoir que cette photographie a été publiée le lendemain. Puis évidemment, on a joué sur l'aspect très sensationnel de l'affaire. La côte ouest américaine attaquée par les Japonais. Tu comprends? On a mis l'emphase là-dessus. Les extraterrestres n'existent pas. Les gens ont de la misère à comprendre que ces extraterrestres, là, ça n'a pas toujours existé. Ça n'a pas toujours été l'objet des préoccupations. En 1942, là, les extraterrestres, on n'en avait rien à foutre. Ce qui faisait peur à l'époque, c'est les Japonais. Et la photo présentée dans le Los Angeles Times, montre ces éléments-là. Et cette photo-là, elle était spectaculaire, mais on l'a perdue pendant de très très longues années. Et tout récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, on l'a retrouvé, le négatif. Bon, pour les gens qui nous écoutent, le négatif, c'est une façon de prendre une photo à l'époque. Okay. Il y avait un négatif, on développait le négatif, la photo, c'était bien avant la photo numérique, bien sûr. Donc, on avait perdu le négatif. Et on a retrouvé, il y a quelques années, le négatif dans les archives de l'Université de Californie à Los Angeles. Dans le département de journalisme, on a retrouvé des vieilles archives et cette fameuse photo était là. Et quand on a regardé le négatif, on a vu que le négatif avait été exagéré. Et c'était pas rare qu'à l'époque, on faisait des retouches sur les négatifs, on jouait en chambre
chambre noire pour exagérer des détails. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec la photo de Los Angeles, la fameuse photo prise la nuit en question. Quand tu regardes la véritable photo à partir du négatif original, elle est beaucoup moins spectaculaire que celle qui avait été présentée le lendemain dans la presse. Donc, on avait un peu falsifié l'affaire pour rendre ça plus inquiétant. Hein. Donc, cette photo-là n'a pas de valeur. Et là, je voulais dire, puis même si le temps fait, je prends 1 ou 2 minutes pour te dire ça. Oui. C'est drôle parce que, tu sais, je peux pas lancer la pierre à ceux qui croient aux documents du MJ12 et tout ça. Parce que aujourd'hui, avec le recul, je regarde ça puis je me dis, mais mon Dieu, c'est donc ben niaiseux. Comment moi, parce que j'y ai cru, moi, il y a 20, 30 ans, j'y ai cru à ça. Mais comment j'ai pu croire ça? Je le sais pas. Parce que de toi à moi, tu sais, tu peux, parce que si tu vas sur les sites où il y a les documents du MJ12, très rapidement, il y a un site notamment qui s'appelle majestic12document.com. Si tu vas là, ben, tu sais, tu peux remplir un petit formulaire, puis pour $5.95, ils vont t'envoyer toute la batch des documents, tu sais. Mais tu te dis, voyons là, le bon sens, là, tu sais, t'as pas le droit de vendre des documents qui sont confidentiels. Parle-en à Edward Snowden, parle-en à Julian Assange. Tu sais, des gens qui ont vécu... les gens qui ont fait ça, ils se sont retrouvés, ils ont dû fuir leur pays parce qu'ils auraient été accusés de haute trahison. C'est ça. Or, les gens, dans le milieu des ovnis, on vend des documents super top secrets pour $4.95. Puis ces gens-là sont pas inquiétés. C'est comme si moi, je partais à un site, puis je disais, ben, moi, je fais de la fausse monnaie. Fait que, dépendamment de ce que vous voulez, des 100, des 10, des 20, écrivez-moi, moi vous imprimer ça. Hey, c'est pas long que j'aurai des agents de la GRC à ma porte. Oui. C'est la même chose. Si les gens disposaient réellement de documents ultra top secrets qui ont jamais été rendus publics, ben on les vendra pas pour $4.95 sur un site internet. Tu sais, je veux dire, ces gens-là se feraient arrêter par le FBI, puis tu sais, Edward Snowden, on l'a bien vu, dès qu'il a commencé à parler des systèmes de surveillance de la CIA avec le programme Échelon, ben il a dû fuir en Russie, hein, il était accusé de haute trahison. C'est un peu la même chose. Et tu te dis, ça a tellement pas de sens que moi-même, des fois, je regarde avec le recul et je dis, ben, tabarnouche, comment j'ai cru à ça? Tu sais, ça me paraît tellement évident que ça a pas de bon sens. Voyons, puis j'ai cru ça, moi, qu'on pouvait s'échanger comme ça, en toute liberté, des soi-disant documents top secrets, puis ça, on se les a pas arrêtés. Les gens ont cru longtemps à la force de la navigation privée là, sur Internet. Oui, c'est qu'il y a personne qui va me voir, mais non, on n'est pas invisible. Mais c'est ça. Puis tu sais, si moi demain matin, là, crois-moi, là, comme journaliste, là, je le sais. Si demain matin je mettais la main sur des rapports officiels du gouvernement canadien, confidentiels, puis je les rendais publics. Ben, si j'étais rapidement, je me ferais taper sur les doigts. Tu sais, je veux dire, ça peut pas marcher, ça. Tu sais. Mais dans l'univers des ovnis, ces gens-là vivent dans une espèce de bulle et j'ai vécu dans cette bulle-là, je l'avoue, humblement, j'ai vécu dans cette bulle-là et j'ai cru ça. Avec le temps, évidemment, tu te rends compte que ça avait pas de sens. Mais bon, néanmoins, j'y ai cru, donc je peux pas lancer la pierre à ceux qui y ont cru, mais il faut dire, parce que là, le temps est terminé, mais simplement dire que cette histoire de bataille de Los Angeles, si aujourd'hui elle fait partie du folklore sur les ovnis, cette histoire-là n'a jamais été rien de plus qu'un simple fait divers alimenté par une peur panique d'une attaque japonaise sur la côte ouest américaine. Et surtout une erreur humaine, si tu me dis qu'ils ont tiré les sur leur propre ballon. C'est rien d'autre qu'une erreur d'interprétation. Oh, oui, absolument. On avait tellement peur, on scrutait le ciel et dès qu'on s'est mis à voir quelque chose dans le ciel, on a cru que c'est japonais puis on s'est mis à tirer dessus. Ben merci beaucoup, Christian. Très content de te retrouver en ce début de semaine. On reprend ça demain soir. Absolument, demain soir. Eh ben, c'est avec un grand plaisir que je t'ai retrouvé ce soir. Ben, plaisir partagé. Bonne soirée à nos auditeurs et à toi aussi. Bye bye. Bye. Radio X Files. Radio X. Sans détour. Dans une vie, combien on peut manger de bœuf au complet? L'équivalent de... Okay. Peu importe le chiffre que je vais donner, je vais avoir de l'air fou, fait que je vais me planter, moi y aller. Moi dire 25 000, mais... Robbie, il a commencé à dire il a mis un barreau. Alors, 25 000 bœuf, pense-y. 25 000! Mais ça cochon. Sans détour, avec Robbie Moreau et Louis Gauvin. Lundi au vendredi, 17h30. Radio X. Présenté par Star Étoile en ligne. Habillez vos fenêtres avec Star Étoile en ligne. Toiles alternées, solaires ou opaques, fabriquées au Québec à 50% de rabais. Porte patio à $200. 88 915 90 75.
Salut Nissan! Hey, on parle de quoi aujourd'hui? Du Pathfinder 2023. Avec ses sièges avant chauffants et son volant chauffant, c'est comme un tout inclus dans le sud. Bon, t'exagères pas un petit peu? Non, pas du tout. Hey, c'est un 4x4 robuste et intelligent avec 7 modes de conduite. Oh! Un vrai buffet à volonté, ça? Puis est-ce qu'il vient avec un sambon à la noix de coco? On peut s'arranger. Jusqu'au 28 février, louez le Nissan Pathfinder SL à partir de 699 par mois pour 60 mois. En stock maintenant. À compte de 3 999 valeur au détail de 55 033 sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. Bonjour, moi c'est Jean-Mathieu. Je suis courtier hypothécaire spécialisé dans les refinancements pour consolidation de dettes. C'est simple. On prend les dettes qui sont en ordre comme les cartes, marges ou prêts, puis on remet tout sur l'hypothèque et en moyenne, mes clients économisent de 30 à 50 %. Si ça t'intéresse, je suis à 30 sur mon site web jeanmathieuLavoie.ca/radiox et prends ton rendez-vous. Pour vos vacances tout compris en République dominicaine, économisez et obtenez-en plus avec Sunwing. Économisez sur vos escapades à Punta Cana, La Romana, Puerto Plata et ailleurs. Nous offrons plus que des aubaines. Préparez-vous à explorer encore plus. Que vous rêviez d'une célèbre randonnée ou d'admirer la faune tropicale. Avec des centaines d'hôtels parmi les mieux cotés au pays, échappez maintenant à l'hiver. La République dominicaine a tout ce dont vous rêvez. Réservez avec votre agent de voyage ou sur L'amour est perceptible. Il se voit. Il se voit au quotidien à travers des milliers de gestes bienveillants, remplis de douceur et de petites attentions